voyant rouge qui dit que ça enregistre. Voilà, donc c'est bonjour, bienvenue à cette vidéoconférence webinaire sur la télésanté dans le cadre des appels à projets du Grand Est. Nous allons parler aujourd'hui plus spécialement de la télésanté, de la télémédecine. Et pour cela, nous allons passer par une présentation que je vais vous diffuser maintenant, qui devrait être visible pour ceux qui sont en visio. Ceux qui sont uniquement au téléphone, vous recevrez la présentation dans la journée. Alors, si vous voulez voir en plus grand sur votre navigateur, vous pouvez faire F11 pour ceux qui connaissent les astuces du clavier. Donc, nous avons mis en place l'année dernière, en fin d'année, un observatoire des usages numériques par les aînés, et c'est dans le cadre de cet observatoire que l'on déploie à la fois des dispositifs numériques qui aident au bien-être, qui sont des équipements assistés, c'est-à-dire qu'on utilise en parlant, en fait, on interagit par la voix. Et par ailleurs, pour les mêmes personnes au domicile, on va déployer des moyens de télémédecine. Donc, ces moyens de télémédecine sont déployés sur les lieux de vie. Donc, le lieu de vie, ça peut être un établissement médico-social, mais bien sûr, un lieu de vie plus classique est le domicile. Donc, l'ensemble des lieux de vie sont visés dans le cadre de cette opération. On a encore des personnes qui arrivent, donc bienvenue pour ceux qui arrivent pour nous rejoindre. Et on fera un zoom très particulier sur ce qu'on appelle l'atelier d'interworking des matériels de télémédecine. Alors derrière ce jargon d'interworking, ce qu'on veut dire, c'est que quand j'ai choisi une solution de télémédecine qui soit fournie par OPI Médical, TocTocDoc, Pulsi, ou bien d'autres, Doctolib, CGDIM, Maya, etc., etc. Il y a quand même plus de 80 solutions de télémédecine proposées en France. On peut avoir l'impression qu'on est prisonnier de ce monde qu'on a choisi. Alors, la réalité, c'est que les technologies utilisées, les matériels, ce sont des matériels qui sont généralement banalisés, standardisés, et donc on peut les utiliser dans un cadre beaucoup plus large, et c'est l'objectif des travaux qui sont en cours d'ailleurs. Alors, juste pour mémoire, le UNA et les appels à projets ont regroupé des acteurs de très nombreux horizons. En particulier, donc, on va retrouver des collectivités de communes comme les Pays de Saverne, la RS Grand Est, bien sûr, des départements comme ceux de la CEA, donc le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, également la Meuse, avec le projet IMeuse qui dépasse la Meuse, puisqu'il est également sur la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle, communauté de communes de Beach, les territoires qui ont été, lauréats des territoires de santé de demain. Donc, on retrouve l'Eurométropole et les territoires d'ailleurs associés comme les communautés de communes de Beach et de Saverne. On va avoir des organismes gestionnaires, c'est-à-dire des institutions qui gèrent de très nombreux établissements et structures médico-sociales, comme l'ABRAPA, le réseau APA, la Fondation Vincent de Paul, le groupe SOS Senior, l'OHS Lorraine, des grosses structures qui sont à la fois qui gèrent des EHPAD, mais aussi des soins de suite et de réadaptation, comme le CDRS à Colmar, ou encore des associations de parents et de familles, des Living Labs. Alors, des Living Labs, il y en a deux, un qui est situé à Nancy, qui s'appelle Innov Autonomie, et l'autre qui dépend de l'Université de technologie de Troyes. Voilà. Donc, au total, ce sont plus de 200 organismes qui ont été financés et qui participent à cette opération et portent des actions ou de télémédecine ou de bien-être, et il y a plus d'1 millier d'actions qui sont portées.
Alors, nous allons revoir le contexte. Alors, le contexte, c'était la crise Covid, hein, c'était je dirais, l'élément initial, la description du projet, où nous en sommes aujourd'hui, les groupes de travail qui sont en cours, les livrables qui sont déjà prêts. Comment en savoir plus, on vous orientera et rejoindre la communauté où on partage justement tous les travaux et les réflexions et les questions. Hein. Les questions sont généralement ce qui va permettre de trouver des pistes à explorer plus amont pour monter des groupes de travail qui vont essayer de trouver des réponses opérationnelles très concrètes. Et je vous présenterai enfin le guichet intégré de télémédecine qui est à votre service et qui est une porte ouverte sur les questions de télémédecine sur l'ensemble du territoire du Grand Est et qui regroupe certes l'ARS, mais aussi l'assurance maladie, Pulsi, la région, les URPS, les ordres, etc. Donc, tout un tas d'acteurs qui ont des réponses à vous apporter sur l'ensemble des questions que peuvent vous venir à l'esprit dans la pratique de la télémédecine et du télésoin bientôt, hein, l'ensemble formant la télésanté. Or, le contexte, donc l'année dernière, vous le savez, on y est encore, la crise Covid est arrivée en février de façon très prégnante, en particulier en commençant par l'Alsace, et s'est répandue très rapidement vers l'Ouest. Donc la crise Covid a démontré que les services numériques ont d'excellentes réponses à des situations de crise. Sans numérique, ça aurait été encore plus difficile. Tout cela a été constaté dans un rapport qui s'appelle le rapport Gage. Hein, donc vous pourrez le lire en cliquant sur le lien qui est en rouge là. Hein, donc, effectivement, le numérique a permis d'apporter un certain nombre de réponses. Toutefois, les inégalités d'accès au numérique restent fortes sur les territoires et ce n'est pas forcément un problème d'infrastructure, même si ça reste encore prégnant sur certains territoires, mais aussi, surtout, des publics qui ne savent pas servir du numérique. Et quand on ne sait pas servir du numérique, eh bien évidemment, on ne peut pas vraiment bénéficier des apports du numérique. Et donc, on essaie de réduire cette fracture numérique hein, qui porte plus sur l'usage, le comment ça marche, plutôt que j'ai pas d'accès parce que là où je suis, il n'y a pas Internet. Enfin, ce point-là est un point qui est en train de disparaître, même si on n'est pas encore tout à fait au bout des travaux de déploiement des infrastructures très haut débit sur la région Grand Est, mais on est à peu près à 1 an maintenant de la fin de ces travaux. Avec le Covid, ça va peut-être décaler de 6 mois, donc ce sera peut-être 1 an et demi, mais ce n'est plus dans 1 an et demi, cette question sera derrière nous totalement, et aujourd'hui, elle est déjà derrière nous sur 80%, pas loin du territoire. Donc la fracture numérique, ce sont surtout la non-appropriation des objets techniques complexes que sont les micro-ordinateurs, smartphones, tablettes, etc. Malgré tous ces freins évoqués l'année dernière, hein, donc entre février et avril, la crise Covid a vu se multiplier le recours à la téléconsultation. Le nombre de téléconsultations a été multiplié par 50. Alors, il est vrai que par dérogation, il était autorisé de faire des téléconsultations, bien sûr en vidéoconférence, mais aussi au téléphone. Donc, évidemment, dans ces nombres, il y a aussi les téléconsultations téléphoniques, hein, dont la proportion exacte n'est pas connue, puisque ce qui était facturé, c'était une téléconsultation sans précision. Il n'y a pas de différence de codification entre une vidéoconférence classique téléconsultation, qui est le régime commun, de droit commun, et puis la téléconsultation par téléphone qui était autorisée à titre dérogatoire l'année dernière pendant la crise Covid, et qui n'est plus autorisée, hein, d'ailleurs. Je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié. Et donc, on a pu constater l'année dernière que 70% environ, hein, et je parle du Grand Est, c'est pas forcément en France entière, des médecins libéraux ont réalisé au moins une téléconsultation ou en vidéotransmission ou par téléphone. Donc évidemment, les choses sont retombées un peu ensuite quand la première vague Covid s'est éloignée, en attendant que la deuxième arrive.
Et ce qu'on a pu constater, c'est que il y a eu un certain nombre, c'est pas si simple que ça de faire des téléconsultations. La relation entre le patient et le médecin à distance, c'est pas si simple. Il est préférable d'ailleurs que le patient soit accompagné d'un paramédical, en particulier un profil infirmier, pour être dans son rôle de patient et discuter et dialoguer avec son médecin, alors que tout ce qui est la logistique, je dirais, les mesures de paramètres, etc., il est préférable de loin que ce soit un paramédical qui assure ces travaux pour le compte du médecin qui ne peut pas évidemment les conduire puisqu'il est à distance. Donc c'est dans cet esprit-là que nous allons travailler pour améliorer les pratiques en augmentant finalement les équipes, puisqu'un infirmier sera systématiquement à côté du patient, et en augmentant aussi les équipements utiles, et pas les inutiles, parce que des vendeurs d'équipements, il y en a beaucoup, hein, donc les équipements qui semblent utiles aux professionnels. Donc voilà, c'était pour vous rappeler le contexte. La description du projet, là, c'est un projet communautaire, c'est-à-dire l'idée, c'est de partager les problématiques, de travailler ensemble avec des experts dans des groupes de travail, puis produire des réponses sous forme de livrables, de documents, de guides, etc., qui sont mises à la disposition de tous. L'esprit est bien ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est délivré en ce qu'on appelle du Creative Commons, c'est-à-dire il n'y a pas de droit d'utilisation. Il y a forcément des droits d'auteur, vous les connaissez, c'est une caractéristique française. L'auteur reste l'auteur et donc il a des droits d'auteur, mais les droits de diffusion, etc., sont nuls et ils sont gouvernés par ce qu'on appelle le Creative Commons, qui dit grosso modo que si vous utilisez mes travaux, il faut juste citer l'origine de ces travaux. C'est assez simple comme principe. Et tout est gratuit. L'observatoire, lui, va travailler, vous l'avez compris, sur 2 axes principaux. La réduction de la fracture numérique chez les seniors en synergie donc avec les projets innovants et un projet européen qui s'appelle Senior Active, en associant les Living Labs du Grand Est. Et l'idée, c'est de donner la parole aux aînés. Et d'autant plus, il y a un petit jeu de mots qui est là, puisqu'elles vont pouvoir, ces personnes, s'adresser à des équipements qu'elles ne maîtrisent absolument pas, simplement en leur parlant. Donc ça, c'est premier chapitre. Je ne vais pas être plus long sur ce chapitre, puisque ce n'est pas l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Et le deuxième chapitre, c'est le déploiement de la télésanté, donc qui était une opération qui se fait depuis plusieurs années déjà dans le contexte, et qui va être approfondie, en particulier pour adresser le domicile et donc s'appuyer sur les organisations territoriales coordonnées pour mettre en place des organisations qui permettent d'aller jusqu'au domicile et donc l'ensemble des lieux de vie finalement. Donc on a parlé beaucoup de la personne âgée puisque c'était un peu, je dirais, la cible la plus décrite dans le rapport Gage, mais on parle bien des publics fragiles en fait, donc toute personne qui a un environnement de vie plus, où son autonomie est moindre, et on va utiliser donc évidemment tous ces outils pour améliorer son bien-être et sa santé par la télésanté. Donc, je parle beaucoup de seniors, mais disons qu'il faut avoir une compréhension large du terme par public fragile et qui correspond donc à l'ensemble des métiers du médico-social. Donc, ça consiste en quoi? En déploiement d'équipements, de solutions sur lesquelles on vous laisse le libre choix, puisque de toute façon, on vous finance à travers des euros, on ne vous apporte pas des solutions sur un plateau que vous n'avez pas choisi, ce sont les solutions que vous choisirez, puisque à la fin, c'est vous qui allez les utiliser. Simplement, si vous avez des interrogations, on est là pour essayer de vous trouver des réponses objectives, évidemment. Donc, c'est ce qui va, donc, il y a les visiophones, donc, qui sont un peu des
petites télés, entre guillemets, ou des haut-parleurs intelligents, intelligent c'est un grand terme, on va dire assistés par la voix, avec de l'intelligence artificielle quand même, pour reconnaître la voix, trouver les réponses et apporter des réponses sous forme vocale. Et puis la télémédecine, dans ses différentes composantes, téléconsultation, téléexpertise, qui peut, elle aussi, avoir ou non recours à l'intelligence artificielle pour reconnaître des images, etc. Je dirais que ce n'est pas le cœur du sujet, c'est simplement non exclu, puisque les technologies évoluent très grandement au quotidien. Donc simplement, l'organisation, elle est représentée comme ça, le public, l'usager, pour utiliser un terme de transport en commun, l'usager est au cœur, hein, donc c'est la personne fragile. On va travailler évidemment en liaison avec les professionnels de santé et sociaux, puisque c'est eux qui accompagnent ces personnes. La famille et les proches, évidemment, sont très importants, puisque c'est eux qui vont aussi accompagner au quotidien, parfois, hein, quand on est au domicile, évidemment, en institution, c'est un peu différent, mais ils sont très présents. Y compris à distance. Donc l'idée, c'est qu'ils restent très présents même quand ils sont à distance. Les collectivités qui s'associent de plus en plus à ces actions, et vous le savez, pour les établissements médico-sociaux, les départements portent une grosse partie des financements, hein, à côté de la partie santé, qui est du ressort de l'assurance maladie des ARS. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des prestataires de services, hein, qui apportent des solutions de télémédecine ou d'autres solutions. Ça dépend des sujets dont on a besoin, pour lesquels on cherche des réponses, à vrai dire. Donc, l'organisation, elle est assez simple. Il y a ce qu'on appelle des labs, donc des laboratoires, des living labs, on les appellera comme vous voudrez, qui vont, je dirais, travailler en amont sur les questions qu'on peut imaginer devoir se poser lorsqu'on va vouloir mettre en pratique. Les questions principales, c'est comment ça s'installe des équipements, comment on les utilise, donc les guides d'utilisation, comment ils interagissent entre eux, hein, donc on pourrait dire interworking, interopérabilité, et puis bien sûr les aspects sécurité réglementaire et tarifaire, parce qu'il peut y avoir des tarifs. Donc, dans la partie sécurité et réglementaire, on va retrouver donc le RGPD, qui est un point assez nouveau dans le paysage, mais qui est très important, puisqu'il fait porter sur les acteurs de grandes responsabilités. Et donc, nous conduisons à chaque fois que besoin des analyses sur le volet RGPD, mettons en avant aussi les obligations sur la sécurité des données. Alors, que ce soit des données personnelles, et là, on va être plutôt dans le bien-être, on manipule des données personnelles. Quand on va être dans la télésanté, on manipule des données de santé, donc, qui relèvent d'une réglementation, je dirais, encore plus forte que le RGPD, et qui porte donc principalement sur, lorsqu'on héberge des données, le principe d'hébergement de données de santé, qui demande à avoir des dispositifs certifiés, sauf si on héberge pour soi-même, c'est-à-dire que si vous êtes un médecin et que vous avez des données sur votre ordinateur, entre guillemets, personnel, même si c'est celui du travail, vous échappez à la règle de l'hébergement de données de santé, même si vous hébergez des données de santé pour un tiers, qui est le patient. Donc, ceci étant dit, c'est pas pour ça qu'ils sont en sécurité sur un PC, hein. Je dirais plutôt le contraire. Mais vous n'avez pas toute la pyramide HDS sur la tête, quoi, hein. Vous y échappez. Un établissement aussi pour lui-même, pour ses propres patients, mais on voit que selon les points de vue juridiques, certains trouvent que c'est pas normal, que tout le monde devrait avoir les mêmes règles. Vous voyez, bon. Après, il faut être réaliste pour pouvoir avancer. Ensuite, les labs, donc, ils décantent, entre guillemets, les questions, puis ensuite on déploie, c'est-à-dire on met en œuvre, et on conduit les usages qu'on a appelés expérimentation, parce qu'effectivement, sur les interfaces par la voix, c'est expérimental que, évidemment, une téléconsultation qui
sont mises en œuvre maintenant depuis 5 ans. Donc, on est sorti d'un cadre expérimental pour être maintenant dans un cadre de droit commun. Pour mémoire, la seule chose qui reste dans un cadre expérimental, c'est la télésurveillance, qui dépend donc de l'article 51 de la loi de finances de 2014 et qui s'appelle le programme étape, et donc sur lequel il faut continuer à faire des déclarations auprès de l'ARS. D'ailleurs, c'est moi qui enregistre ces déclarations de télésurveillance. Mais tout le monde peut faire de la télésurveillance, pas tout le monde, tous les professionnels médicaux et infirmiers, puisque les deux sont associés, peuvent faire de la télésurveillance avec une des 60 solutions de télésurveillance. Ils peuvent en utiliser plusieurs d'ailleurs, s'ils le veulent, en même temps, aucune contrainte sur ces aspects-là. Puis le dernier volet, c'est l'observation. Eh bien, on regarde, entre guillemets, si ça se passe bien, de façon à essayer de trouver, mettre en avant les bonnes pratiques, ce qui marche bien, et trouver des réponses à ce qui marche moins bien. C'est ça l'objectif. Donc, simplement, la gouvernance, je ne vais pas être long, il y a un comité de pilotage, il y a un comité de projet qui se réunit tous les 15 jours, et il y a un comité scientifique, éthique et d'usage qui permettra, pour ceux que ça intéresse, de se poser des questions justement plus spécifiques pour l'analyse de ces pratiques. Donc, je vais revenir sur la protection des données. Il y a donc, vous l'avez compris, je surveille un peu l'heure, il y a la protection des données personnelles, donc c'est le côté bien-être de ces travaux. Donc, évidemment, quand on est dans des appareils à qui on va parler et qui ont des oreilles qui sont d'intelligence artificielle, les grands systèmes aujourd'hui à qui on peut parler, et qui sont très répandus, ce qui fait qu'ils sont accessibles financièrement, c'est les outils des GAFA, entre guillemets, pour utiliser le terme à la mode. C'est Google Assistant, donc de Google, c'est Alexa de Amazon, c'est Siri de Apple, donc exactement les GAFA. On pourrait dire les GAFAMI en mettant Microsoft dedans, qui ont aussi un outil, mais qui n'a pas vraiment décollé, mais ils vont revenir à l'attaque très très bientôt. Vous allez voir ça, si ce n'est pas cette deuxième partie de l'année, ce sera l'année prochaine. Toujours est-il que quand on parle à ces équipements, ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, une étude de la CNIL a été publiée, un livre blanc en octobre l'année dernière, qui reprend justement tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qui est recommandé. Et donc, nous avons été très attentifs à tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, c'est écouter une voix et la transmettre hors du domicile pour essayer de répondre à cette voix. Non, ça c'est interdit strictement. Si l'appareil entend une voix, il transforme ce qui est dit en mots qui forment des phrases, et ces phrases, elles sont transmises vers l'extérieur pour trouver la réponse. C'est comme quand vous tapez dans un moteur de recherche un texte, vous tapez des mots, ça forme des questions, normalement ça forme une phrase, ou en tout cas des mots-clés, et ça part pour essayer de vous trouver une réponse. Donc ça, c'est autorisé, parce qu'évidemment, les moteurs de recherche, on sait que ça marche et que c'est autorisé. Mais on n'a pas le droit de balader votre voix. On ne peut pas entendre, est-ce que vous avez une voix fatiguée, pas fatiguée, c'est interdit. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, ces appareils-là ne sont pas du tout HDS, données de santé, etc. Donc il y a 0 données de santé. D'accord ? Par contre, si une application qui utilise la voix, elle va servir, je ne sais pas, faire une évaluation Alzheimer, par exemple, c'est pas interdit, cette application-là qui va dialoguer avec des haut-parleurs et des micros, si elle va parler de données de santé, parce qu'elle fait un bilan Alzheimer, on dit bilan mémoire, eh bien, elle doit être HDS, d'accord ? Donc, ça n'empêche pas d'utiliser un périphérique matériel qui a des micros et des haut-parleurs, mais l'application elle-même qui va donc gérer de la donnée, comprendre les données qu'elle gère, elle doit être, puisque ce sont des données de santé, hébergement de données de santé. Donc, il faut bien distinguer le microphone et le haut-parleur de ce qui trace de la donnée et comprend la donnée. Et là, il y a 0 données de santé quand on est dans le bien-être,
Et dès qu'on a des applications qui ont des données de santé, elles sont HDS. On va revenir sur cet aspect-là. Donc, côté télésanté, la CNIL fait quelques recommandations, je vous les ai listées là. Il y en a 3, ce n'est pas très nombreux. Donc, les traitements de données de santé à caractère personnel constitués par la mise en œuvre de dispositifs de télémédecine. Il ne parle pas encore de télésoins, mais c'est évidemment applicable aux télésoins. Pour mémoire, le télésoin, c'est la même chose que la télémédecine, mais il n'y a pas de médecins, ce sont des paramédicaux avec leurs patients. La télémédecine ne sont désormais plus d'objets de formalité, donc il n'y a pas besoin de faire des déclarations, des dossiers, etc. Il faut néanmoins bien documenter la conformité aux exigences du RGPD, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que votre prestataire est bien conforme ou la solution utilisée est bien conforme, c'est-à-dire que les données ne peuvent pas être stockées et si elles sont stockées, c'est dans des dispositifs ad hoc qui sont hébergés de données de santé. La sécurité des données donc, est essentielle, c'est un rappel, et on doit prendre des mesures si on doit accéder à des données de santé, d'authentification, de gestion d'habilitation, les traces, les incidents quand il y a des incidents sur les services, etc. Mais tout ça, c'est des caractéristiques de l'hébergement de données de santé. Et donc, quand on va aller consulter un dossier, entre guillemets, de télémédecine, ce qui ne devrait pas exister normalement, il y a des données de santé, des dossiers de médecine, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est qu'un dossier de télémédecine? Moi, je ne vois pas trop la différence avec un dossier patient d'un cabinet ou un dossier patient de l'hôpital, si vous voulez. Dès qu'on se connecte à ces dossiers-là, il faut utiliser des moyens d'authentification. Ça peut s'appeler une carte de professionnel de santé, qu'elle soit dématérialisée sous forme de e-CPS ou physiquement le bout de plastique qui s'appelle une CPS, peu importe, on s'authentifie. Donc, on présente patte blanche, entre guillemets, et on peut accéder ensuite aux données, aux conditions, qu'on soit évidemment en rapport avec le patient, c'est-à-dire qu'on fait partie du concept équipe de soins, etc. etc. Et donc, les données concernées par les personnes concernées évidemment par les données collectées, au moyen de dispositifs de télémédecine, par exemple, quand on est dans la télésurveillance, doivent pouvoir exercer de manière effective leurs droits, c'est-à-dire qu'elles peuvent accéder à leurs données si elles le souhaitent, les rectifier si elles y trouvent une erreur, et s'y opposer, c'est-à-dire que les données que vous avez le droit à l'oubli, entre guillemets, et donc si la phase aiguë correspondant à ces données est passée, évidemment, vous pouvez demander à ce que ces données soient oubliées. Voilà. Ce sont les rappels des grands principes. Bon, je vous ai mis quelques éléments complémentaires qu'on ne va peut-être pas passer en revue, parce que l'objet, ce n'est pas les questions CNIL sur les données de santé, mais je vous ai mis 2 diapos sur la protection des données personnelles qui sont sur le site de la CNIL. C'est un copier-coller, entre guillemets, mais elles sont rappelées là pour synthèse. Donc, nous allons avancer sur où en sommes-nous aujourd'hui, les groupes de travail, les labs et les livrables des labs. Je ne sais pas, Julien est en ligne. Vous voulez prendre la main ou je continue? Vous pouvez peut-être continuer si jamais il y a des points où ça demande une complémentarité. Je suis disponible. D'accord. Donc, Julien Lambert fait partie d'un des Living Labs, justement, sur Nancy, donc Innov Autonomie, et travaille donc avec nous sur les différents aspects, plus technologiques, des questions qu'on peut se poser. Donc, nous avons mis en place des labs infirmiers, personne qui arrive, des labs infirmiers, des groupes de travail. Alors, dans les labs infirmiers aujourd'hui, vous avez les structures suivantes, mais évidemment, la porte est ouverte à tous ceux qui sont intéressés. Donc, je les ai cités tout à l'heure. Et il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont été déterminés, qui sont soit en cours de planification, soit déjà actifs. Donc, typiquement, le groupe de travail le plus avancé,
c'est celui qui travaille sur justement les aspects d'interworking, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser un stéthoscope connecté fourni par la société A, alors je suis en train de faire une consultation avec un médecin qui a choisi d'autres solutions pour les téléconsultations, pour la télémédecine. Et il n'y a aucune raison que les médecins ne puissent pas choisir leurs outils. Ils choisissent leurs outils et le patient, entre guillemets, celui qui accompagne le patient, s'adapte. Alors évidemment, il faut que cette adaptation soit la plus simple possible, sinon on va tuer le concept, entre guillemets, si ça devient trop compliqué. Et donc justement, c'est ça, on vérifie que c'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 1 an et demi, vous avez fait énormément de visioconférences. On vous a fait faire de la visio avec Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meet comme aujourd'hui. Il y en a une grande panoplie d'outils de visioconférence. Ils sont tous un petit peu différents, mais à la fin, vous avez fait une visio. Vous n'êtes pas trop posé de questions. Ça a marché. C'est la même chose. Une téléconsultation, c'est une visio. Finalement, c'est une visio à 2. Ou une visio à 40, mais c'est une visio. En pointe à point, donc elle est en canal direct. Donc l'idée, c'est de vérifier qu'effectivement ces équipements-là, donc là on met en avant le stéthoscope parce que c'est un petit peu le symbole du médecin, vous le savez, et le symbole de la téléconsultation, mais évidemment il y a bien d'autres appareils qui peuvent être utilisés, dont certains n'ont pas à être connectés, un oxymètre, un tensiomètre, un thermomètre, ça n'a pas besoin d'être connecté du tout. La personne qui accompagne le patient est encore capable d'annoncer les résultats. Et puis, d'autres appareils, évidemment, comme le stéthoscope ou comme la caméra dermato, endoscope, etc., otoscope. Évidemment, on préfère voir l'image en direct, et donc il vaut mieux que ça soit connecté que non connecté. Après, si ce n'est pas connecté au sens où on le voit en direct, on peut très bien avoir un enregistrement et on vous envoie l'enregistrement. Un ECG, c'est plutôt déconnecté, même si on peut très bien aussi se dire, je vais patienter et je veux voir le CG en direct. Mais tout ce qui peut être fait en différé et gagner du temps médical, c'est aussi un point qu'il faut toujours mettre en avant. Donc le premier groupe de travail, là, on est en train de tester les principales solutions de télémédecine présentes dans le Grand Est, donc qui représentent à peu près 90% des actes de téléconsultation. Et pour voir justement si on peut utiliser le matériel de l'un avec l'autre. Donc, on va retrouver TocTocDoc, Copie Médicale, Odis, Doctolib, CGDIM, Maya, c'est CGDIM, CompuGroup Médical avec leurs solutions. Et on est en train de conduire les tests. Ensuite, il y a, quand ces tests sont terminés, on va rédiger une communication vers les organismes territoriaux, les organisations territoriales coordonnées et qui travaillent donc avec les infirmiers libéraux pour justement présenter ces résultats et surtout faire dire, voilà, si vous avez telle solution et que vous voulez travailler avec votre médecin à d'autres solutions, voilà il faut penser à installer une apps, par exemple, ou aller savoir qu'il faut aller dans le navigateur Internet sur tel site, etc. Vraiment du B à bas, des choses très, très simples. Et puis, quand on est en train de se servir des appareils, attention, quand je connecte tel appareil, il faut penser à ceci, etc. Petite recommandation pour que ça se passe bien. Voilà, aussi simple que ça. Un autre groupe de travail sera plus à questions ouvertes sur les questions de télésanté, télésoins, télémédecine. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure le guichet intégré qui peut vous aider à traiter de ces questions-là. Un groupe de travail qui va se concentrer sur les électrocardiographes numériques portables pour les usages en mobilité et qui vont restituer non pas un bout de papier sur un papier thermo, avec la nécessité de remplacer le papier ou l'encre et le papier, ça dépend des dispositifs. Et on imagine bien que quand on est en mobilité, s'il faut commencer à balader des rouleaux de papier, c'est vraiment très désagréable. Et l'idée, c'est d'avoir un appareil numérique, 100% numérique, et le résultat, en un clic, entre guillemets, je dois pouvoir le partager avec le médecin
spécialisés ou pas, qui souhaitent voir, accéder à ces informations. Je dois pouvoir les mettre dans le DMP du patient, les envoyer par messagerie sécurisée à qui de droit, etc., etc. Le groupe de travail suivant, donc, qui n'a pas encore démarré, mais sur lequel il y a pas mal d'expérimentations qui sont en train de se mettre en place dans le Grand Est, porte sur le dépistage des maladies bucco-dentaires, donc par télémédecine, en association avec des chirurgiens dentistes, et porte, c'est plutôt de la téléexpertise, mais ça pourrait être une téléconsultation, hein, après c'est une question de temporalité. Voilà pour vous donner quelques exemples des groupes de travail identifiés à ce jour. Il pourrait y en avoir d'autres en fonction de vos besoins, bien sûr. Donc, quelques exemples pour illustrer les choses. Donc, le stéthoscope connecté, vous en avez un exemple ici, un appareil, la marque Echo, qui est fourni d'ailleurs par plusieurs prestataires, dont TocTocToc, puisque tout à l'heure on en parlait en aparté, mais aussi par Maya, me semble-t-il. Vous voyez qu'il vient aussi avec une apps, il a sa propre apps en réalité, donc on peut gérer de façon autonome avec son apps. Mais évidemment, il peut avoir été intégré par des fournisseurs de solutions de téléconsultation qui ont fait des travaux complémentaires d'intégration pour que vous puissiez les déclencher, entre guillemets, à travers les boutons de leur application, plutôt que de passer par l'application dédiée de l'appareil, qui est l'application du fournisseur. Hein, voilà. Donc, on a un autre appareil, donc ici pour l'ORL. Donc, on voit effectivement le conduit auditif. Donc là, c'est juste une caméra. Bah, sachez qu'il existe des solutions aussi avec qui prennent des photos du conduit auditif avec de l'intelligence artificielle et qui vous présentent un diagnostic complet en moins de 3 secondes. Hein, en moins de 3 secondes. Donc, on voit que il y a des solutions qui vont beaucoup plus loin que de juste avoir la caméra qui qui filme un conduit. Donc, mais la caméra est indispensable à un moment donné. Après, c'est comme toutes les caméras dans la vie habituelle, il y a des caméras plus ou moins précises, avec un éclairage plus ou moins bon, une restitution des couleurs plus ou moins bonne, une pixelisation plus ou moins importante, etc. Et donc, évidemment, il y a des gammes de prix. Je dirais, il peut y avoir des facteurs 100 quasiment. Hein, ça va de 30 € à 3 000 €. Et évidemment, ce n'est pas tout à fait le fait du hasard. Certains appareils sont polyvalents, donc permettent d'aller beaucoup plus loin. D'autres sont monovalents, on ne peut faire qu'un usage. Donc tout ça explique aussi la grande variabilité des prix. Et c'est vous qui pouvez aussi décider de ce qui vous semble utile en fonction des besoins et de vos pratiques. Donc le grand classique, donc le smartphone ou la tablette en bas à gauche, ou un ordinateur, micro-ordinateur 2 en 1, vous savez, qui se replie comme une tablette, qu'on peut mettre comme une tente pour le poser, etc. Il y a toute une gamme de matériel, évidemment, qui porte beaucoup de souplesse dans les pratiques. Et puis, en bas, au milieu, vous avez justement un électrocardiographe numérique, vous voyez, donc tout est numérique, vous voyez, il n'y a pas de bout de papier qui pendent à droite ou à gauche, non, il n'y en a pas, c'est comme une tablette en fait, hein. Sauf qu'évidemment, il y a comment dire, tout le système qu'on met sur le patient, hein, qui n'est pas présent sur la photo, l'écran, c'est un écran absolument comme une tablette. Voilà, donc c'est quelques exemples d'équipements que vous pouvez choisir de mettre dans la panoplie de celui qui est auprès du patient. Parce qu'évidemment, le médecin qui, lui, est en téléconsultation ou en téléexpertise, il a besoin de quoi? D'un casque pour bien entendre et un bon micro, pour qu'on entende haut et clair sa voix, et une image qui est bien restituée, et une caméra qui est de bonne qualité. Ça vaut un bon écran, ça peut valoir cher, ça dépend. Hein, les écrans, ça va de 300 à 1000 €. Si vous prenez des écrans 4K, qualité papier, quasi-papier, voire plus, hein, ça dépend des marques. Et par contre, un bon casque, généralement, une bonne caméra, on est allé à 100 € par équipement, quoi, on va dire, entre la caméra
Donc, pour mémoire, hein, les professionnels de santé ont aussi des financements d'assurance maladie dans les forfaits dits structures qui doivent être réclamés, entre guillemets, à l'assurance maladie tous les ans, qui vous permet de rénover votre parc matériel ou de le faire évoluer en l'élargissant en fonction de vos besoins. Donc, n'oubliez pas, évidemment, de faire appel à ces financements qui viennent compléter ceux que nous pouvons mettre en place, nous, à l'occasion de ces appels à projets. Donc, je vais faire un petit zoom sur les tests. Les tâches que nous réalisons dans les tests sont assez simples. Une qualification et des tests démontrant la capacité à interworker, c'est-à-dire à travailler ensemble des principales solutions de téléconsultation présentes en grand test et à fonctionner en mobilité pour des appareils qui sont qualifiés pour travailler en mobilité. On ne peut pas transformer l'infirmier en Sherpa qui va transporter des tonnes de matériel. Il faut que ce soit des équipements faciles de mise en œuvre, légers et adaptés pour aller là où est le patient, donc, quel que soit le lieu de vie. Et plutôt que de transporter le patient dans un lieu qui ressemble à finalement un hôpital, autant l'emporter à l'hôpital. Voilà, donc rédiger, l'objectif c'est de faire ces tests-là et de rédiger donc un certain nombre de documents qui sont donc montrer que c'est compatible. J'ai acheté une solution chez un fournisseur, ben, les équipements, la tablette, le micro-ordinateur, le smartphone, si c'est un smartphone, sont réutilisables. Les équipements connectés, le stéthoscope, l'autoscope sont réutilisables. S'il y a un ECG, il est réutilisable, etc. Et à quelles conditions? Quelles sont les petites astuces éventuellement pour que ça marche quand je sors de la solution de celui qui me l'a vendu? Et puis donc des petites guides de configuration et d'utilisation. Voilà, c'est ça. Donc tout à l'heure, je vous citais les solutions que nous testons. Donc il y a OPI Médical qui n'a pas donné qui ne veut pas participer au test, quoi. Voilà, pour dire les choses tout à fait concrètement. Maya, qui est tout à fait prêt, qui participe. Malta Informatique, c'est un peu spécifique, Malta Informatique, parce que Malta Informatique, c'est le logiciel Titan, il est très présent dans les EHPAD. Toutefois, ils n'ont pas une vraie solution de télémédecine, en ce sens qu'ils ne la vendent pas en tant que telle. C'est-à-dire que si vous avez le logiciel Malta Informatique, vous avez des fonctionnalités de travail à distance sur ces logiciels, y compris pour le médecin qui peut travailler, entre guillemets, sur les applications Titan depuis son cabinet. Et l'infirmier dans les couloirs de l'EHPAD va avoir sa tablette pour faire le suivi du quotidien. Et depuis cette tablette, l'infirmier et le médecin, via Titan, vont pouvoir se mettre en relation. Mais si vous n'avez pas Titan, vous ne pouvez pas acheter la solution de télémédecine de Titan, si vous voulez, ça n'existe pas. C'est un choix de stratégie, évidemment. Elle est basée, on ajoute de la visio sur l'accès au dossier du patient Titan. Voilà. Donc c'est un peu particulier, mais c'est un acteur très présent. Donc nous avons évidemment évalué cette solution. Donc Covalia, qui en fait le fournisseur technologique de la solution Odis du grade Pulsi, TocTocDoc, et puis il y a des solutions qui ne sont pas proposées directement aux établissements, qui sont des solutions qui sont proposées uniquement côté médecin, par exemple Doctolib et Compute Group Médical, qui sont juste côté médecin. Maya est proposée des deux côtés, par exemple. OPI Médical est proposé éventuellement des deux côtés. Donc voilà, Pulsi aussi, Odis, Covalia et TocTocDoc. Mais Doctolib, aujourd'hui, ne s'adresse que aux médecins ou aux paramédicaux, mais dans la prise de rendez-vous, pas forcément sur la télémédecine. Après, c'est, comme on dit, une photo à date. Évidemment, les offres des offreurs peuvent changer autant qu'ils le veulent. C'est leur droit de faire évoluer leur offre. Donc nous, on prend une photo à date et on donne nos conclusions à date. D'ailleurs, ces conclusions seront tout à fait partagées avec ceux qui s'associent à nos travaux, y compris les fournisseurs des solutions.
Donc, comment on a procédé? On a tout d'abord associé les industriels, leur expliqué les objectifs auxquels ils ont adhéré tous sauf un, tester les équipements côté requérant, donc côté patient, vers le requis, le médecin. Et puis, on a une ambition assez limitée, mais vérifier trois choses. Un, la vidéotransmission, la visio fonctionne avec les équipements. Le stéthoscope, si on le branche ou on l'allume, ben, le médecin entend bien le cœur-poumon à distance. Donc, il a bien une utilisation à distance du stéthoscope, sachant que c'est l'infirmier qui le place en fonction des directives du médecin. Et puis l'otoscope ou dermatoscope, hein, les scopes, il y en a une grande famille qui se branchent ou qui ne se branchent pas. Il y en a qui sont en USB, il y en a d'autres qui sont en Bluetooth. C'est la même chose pour les stéthoscopes. Les stéthoscopes sont ou Bluetooth ou USB. Et là encore, il vaut mieux des versions de Bluetooth ou d'USB avancées, 3.0, 4.0, si on ne veut pas avoir justement des problèmes de compatibilité matérielle. On ne va pas tester les solutions, c'est-à-dire nativement installées sur les équipements du requérant. Par exemple, si on est sur une solution Covalia, ça ne nous intéresse pas de vérifier que Covalia fonctionne avec un médecin Covalia, si vous voulez. On peut espérer qu'un fournisseur, il sait faire fonctionner sa solution entre ces deux clients, entre guillemets, que sont le médecin et l'EHPAD. Donc nous, on ne regarde pas le cas... j'ai vendu du fournisseur qui a vendu une solution à un EHPAD. Est-ce que sa solution sait fonctionner avec le médecin? Ben, évidemment, oui. Et donc, on ne s'en occupe même pas, si vous voulez. On n'est pas là pour vérifier si elle a des problèmes ou pas, cette solution. On n'est pas là pour qualifier les solutions en tant que telles. On est là pour vérifier que le matériel vendu par l'un va être fonctionnel avec la solution d'un concurrent qui est la solution retenue par le médecin. Donc pour l'organisation des tests, je ne vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus, mais évidemment, ceux qui ont aujourd'hui détenteurs des équipements, c'est principalement des EHPAD, des établissements médico-sociaux ou des officines de pharmacie, et puis à l'autre bout, il y a des médecins. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a très très peu d'infirmiers libéraux, sauf ceux qui sont dans des quelques lieux d'accueil du public en télémédecine, il y en a très très peu, qui accompagnent les patients en téléconsultation et qui facturent l'assurance maladie. On a les statistiques mensuelles de l'assurance maladie sur la facturation infirmière en accompagnement de téléconsultation. Je peux vous dire que c'est toujours le même centre qui facture et c'est toujours le même volume, environ 500 téléconsultations, accompagnement par mois. C'est un centre où il y a une équipe et ils font... c'est une salle d'attente, entre guillemets, avec... comme un cabinet médical, sauf qu'il n'y a pas de médecin sur place, les médecins sont à distance. Donc c'est un dispositif autorisé qui est passé devant les commissions paritaires selon les termes des conventions médicales. On est tout à fait dans les clous, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à part eux, aujourd'hui, à l'heure où on parle, en tout cas sur les statistiques jusqu'au mois d'avril, il n'y avait pas d'autres acteurs qui facturent de l'accompagnement, je parle des infirmiers libéraux, qui facturent de l'accompagnement de la téléconsultation. Ce qui, évidemment, les infirmiers qui font des téléconsultations dans les établissements médico-sociaux, vous savez qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas infirmiers libéraux, ils ne peuvent pas facturer l'assurance maladie. Et donc, évidemment, ils pratiquent l'accompagnement des téléconsultations, mais on ne les a pas explicitement dans les statistiques, puisqu'il n'y a pas de traces de facturation, donc pas de traces dans les statistiques de l'assurance maladie. Et l'assurance maladie ne sait pas ce qui se passe dans les EHPAD, et ils ne se connaissent, ou dans un cabinet d'ailleurs, ils ne connaissent que ce qui est facturé, évidemment. Il n'y a pas de caméra espionne ou de chez quel tentaculaire espion qui sait ce qui se passe partout. Ça, c'est la légende, mais il n'y a rien de tout ça. Si ce n'est pas facturé, bon, on ne sait pas. Voilà, bon, ici, je vous donne les contacts. Vous retrouverez ces éléments dans les diaporamas, pardon. Et
vous avez la liste des participants des labs infirmiers. Alors, pour en savoir plus sur ces sujets, et je vais vous laisser la main pour les questions, ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous avez un dossier complet qui redécrit l'ensemble du projet dans ses dimensions bien-être et télésanté. C'est un document qui était annexé à votre convention signée avec Pulsi. Il y a un site web où vous allez trouver un certain nombre de rubriques. Je peux cliquer dessus pour vous montrer 2 secondes. Donc, vous retrouverez donc la page d'accueil, les services des labs, l'historique, c'est un peu la jeunesse du projet, la communauté, une newsletter. Les minutes de l'innovation, c'est parce que tous les mois, il y a une start-up qui vient présenter, premier mardi du mois à midi, vient présenter pendant une demi-heure son sujet. Alors évidemment, c'est numérique en santé, ils ne viennent pas nous parler d'aller sur Mars, c'est numérique en santé. Et vous avez la possibilité d'intervenir pendant un quart d'heure avec eux sous forme de questions-réponses. Et toutes ces visios sont enregistrées sous forme de YouTube. D'ailleurs, si je clique dessus, vous allez retrouver le tableau des événements passés, et puis donc avec le nom d'entreprise, et puis le replay YouTube. Donc il manque le replay du mois de mai, là il sera en place à la fin de la semaine. Et puis après vous avez tous les guides qui ont été publiés à ce jour. Pardon, je ne suis peut-être pas sur le bon. Voilà, tous les guides qui ont été publiés à ce jour par les groupes de travail. Alors, vous voyez, la liste est assez longue. Et donc, on va continuer évidemment à l'enrichir au fur et à mesure des travaux. Et puis, il y a d'autres rubriques. Bon, je vous laisserai le découvrir. Je reviens sur. Je ne sais pas si j'ai coupé la présentation. Oui, peut-être. Oui, j'ai. Voilà. Donc, vous avez ensuite un troisième lien qui est un formulaire qu'on vous invite à compléter pour dire ok, moi je veux bien, je suis intéressé par vos travaux, je voudrais ou pas participer au groupe de travail, mais en tout cas, je veux pouvoir facilement poser des questions, etc., etc. Après, vous ne participez pas au groupe de travail, ça va dépendre des sujets et puis de votre volonté, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez faire partie du comité projet. Il y a un comité projet qui se réunit 1 heure tous les 15 jours à partir de 17 h le jeudi. Si vous êtes intéressé, évidemment, vous pouvez rejoindre aussi le comité projet. Donc là, les contacts en général du projet et pas uniquement de la partie infirmière. Et j'arrive au dernier point avant de vous laisser la parole pour les questions-réponses. Donc c'est le guichet intégré télémédecine Grand Est. Ce guichet intégré a fait l'objet de 2 conventions télémédecine et e-santé. Donc là, on retrouve la télémédecine télésanté et la e-santé, donc toutes les données numériques en santé. La première convention est de 2017, donc tout à fait fin 2017, où elle était signée entre l'ARS et l'assurance maladie dans le Grand Est, c'est-à-dire la DCGDR, qui sont les services déconcentrés de la CNAM en Grand Est, qu'on appelle la gestion du risque, et toutes les CEPAM, les 10 CEPAM du Grand Est. Et puis, une deuxième convention 1 an après, qui porte sur donc un partenariat tripartite, donc sur la e-santé en particulier. Il était focus sur le dossier médical partagé entre l'ARS, Pulsi et l'assurance maladie. Et donc, voilà les 2 faits, je dirais, qui ont contribué à constituer ce guichet intégré. L'objectif est assez simple. Quelle que soit la porte que vous poussez, que ce soit l'assurance maladie, une CEPAM, la DCGDR, une délégation territoriale de l'ARS, une direction métier de l'ARS, Pulsi, la région, etc., on vous apportera toujours les mêmes réponses, en fait. C'est-à-dire que soit vous posez une question qui est connue, et on a, entre guillemets, des facs, des foires aux questions, on
partage des réponses, soit c'est une question nouvelle et évidemment, on va la faire circuler au sein du guichet intégré pour arriver à trouver la réponse. Alors, est-ce que c'est une question qui remonte à l'ordre des médecins? Est-ce qu'une question qui remonte à l'URPS? Est-ce que c'est une question qui remonte à la région? Est-ce que c'est une question qui doit remonter à la CNAM ou au ministère ou à la, comment dire, ou à la CNSA? En fonction du sujet, on fera remonter la question. Et quand on a la réponse, eh bien, évidemment, on va la porter à celui qui a posé la question, mais on va aussi éventuellement la partager au sein du guichet lors de réunions régulières où on présente justement les questions nouvelles, ce qui a été traité, etc., puis toutes les questions d'activité du guichet. Ensuite, chaque branche du guichet a des référents, hein, donc ça permet, c'est point de vue organisationnel, chaque branche a des référents, donc il y a toute une liste de participants, de référents guichets intégrés. Alors, il y a des référents pour la télémédecine et des référents pour la e-santé. Ça peut être la même personne, mais il n'y a aucune obligation. Donc, il y a deux listes distinctes qui sont accessibles. Donc, vous aurez la liste des référents, télémédecine. Si vous voulez ceux de la e-santé, il n'y aura pas de souci, vous pouvez les demander. Donc, pour vous donner un peu plus de détails sur ce que j'ai déjà dit, là, vous retrouvez qui est dans guichet intégré télémédecine, quelles organisations dans le volet e-santé, donc DMP, MS Santé, mais à partir de maintenant, ce qu'on appelle les services socles du Ségur, dont viennent s'ajouter l'identité nationale de santé, donc l'INS du patient, hein, ce qui permet d'être sûr qu'on parle tous du même patient, et d'autre part, ce qu'on appelle ProSanté Connect, donc c'est plutôt le dispositif d'authentification sur des données de santé avec des dispositifs sécurisés homogènes, donc un espèce de single sign-on, excusez le terme, pour la santé, et qui s'appuie généralement sur la CPS ou la ICPS, mais pas exclusivement, et qui va permettre justement, en se connectant une fois à un dispositif, d'accéder à l'ensemble des services ouverts aux professionnels. Voilà, c'est ces services qui vont être déployés. Donc le fonctionnement, il est assez simple. Tous les ans, il y a une feuille de route qui est établie très opérationnel pour l'année, avec donc un volet télémédecine, un volet e-santé. Il y a des actions terrain qui sont mises en place par les CEPAM, par Pulsi, par l'ARS. Le fonctionnement, donc, il est souvent par appel à projet, donc vous avez répondu à certains de ces appels à projet. Le pilotage des actions et des appels à projet, évidemment, fait partie du travail du guichet avec des commissions d'analyse des candidatures, des réponses aux appels à projet. Il y a des restitutions et des partages qui sont faits sur toutes les décisions, réglementations et notre activité, nos succès, nos réalisations. Et puis, il y a tout un espace documentaire dans le cloud qui permet de partager toute cette information où on est en self-service, je dirais. Hein, et puis, bien sûr, il y a des visioconférences qui permettent de se retrouver quand on a besoin de se parler à plusieurs, comme on le fait là aujourd'hui. Bon, les évolutions de ce guichet, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, à partir de cette année, on intègre le périmètre du Ségur dans le volet e-santé. On intègre le télésoin dans la télémédecine pour parler de télésanté au sens large. Renforcement du rôle des collectivités territoriales, en particulier de la région et de la préfecture dans le pilotage de la télémédecine. Il y a une feuille de route régionale qui a été signée, qui a fait l'objet d'une convention qui a été signée une dizaine de jours entre la préfecture, l'ARS, la région, l'assurance maladie, et qui confie les réalisations d'animation à Pulsi pour la partie très opérationnelle. Et puis, on élargit aussi ce guichet aux fédérations médico-sociales pour la partie télémédecine, télésoins et bien-être. Les fédérations n'y étaient pas présentes. Et c'est vrai que les URPS représentent bien les libéraux, les ordres également, mais le monde médico-social est
était moins représenté, et donc l'idée est qu'il soit mieux représenté. Bon, les réalisations pour quelques chiffres. Donc, évidemment, il y a des réunions régulières, trimestrielles de chacun des guichets. Il y a des coopérations locales qui sont mises en place, territoire par territoire, entre la CEPAM, les agences, les délégations de l'ARS, les structures du territoire. On les retrouve autour des projets comme Imeuse, etc., ou dans le projet UNA sur d'autres territoires. Donc, systématiquement, ça se traduit par des équipes qui se connaissent localement et qui dialoguent vraiment, j'allais dire, au quotidien, au service du territoire, de leur territoire. Et puis, bien sûr, tous ces appels à projets qui viennent donner des nouveaux moyens à ceux qui ont envie de mettre en œuvre des dispositifs. Alors, quelques idées sur les résultats obtenus entre 2018 et 2020. On a 500 établissements médico-sociaux équipés télémédecine. On a eu un facteur 1000 entre début 2018 et aujourd'hui sur les téléconsultations. Le Covid a aidé, mais si on n'avait pas équipé, le Covid n'aurait pas pu créer, entre guillemets, la téléconsultation seule. 200 EHPAD conventionnés avec l'assurance maladie pour le financement de l'alimentation du DMP, et je peux vous dire qu'on est le premier territoire en France à avoir autant d'établissements médico-sociaux qui alimentent le DMP. 40 établissements sanitaires financés par l'ARS pour des connecteurs DMP, et on est aussi un des premiers territoires pour l'alimentation du DMP sur le sanitaire. 60% des laboratoires de biologie médicale alimentent le DMP en documents structurés qui permettent vraiment de sécuriser et de comparer les résultats de biologie, quel que soit le choix du laboratoire du patient. Il peut avoir des résultats qui viennent de l'hôpital, puis après un premier laboratoire de ville, puis après un deuxième laboratoire de ville. Grâce aux données structurées, on arrive à la comparabilité des résultats de biologie, alors que si on est avec des données H' comme avec ApiCrypt, vous n'avez pas du tout le niveau de finesse de l'information ne permet pas l'interopérabilité. Donc ça, c'est le fait de pouvoir transporter des données structurées, donc de les constituer déjà, de les transporter, de les partager, ça sécurise énormément le parcours du patient grâce à des données de plus grande valeur. On est passé de 10% à 50% des GHT qui alimentent le DMP. On n'est pas encore à 100%, mais il y en a plus de 30% qui sont en cours, et on devrait avoir terminé au moins ces 30% à la fin de l'année, et on espère être à 100% au tout début de l'année prochaine. Et on a eu une multiplication par 5 des flux de la messagerie sécurisée de santé des GHT, malgré, vous le savez, sur notre territoire, on a une forte présence d'ApiCrypt V1, donc qui utilise un protocole qui s'appelle H', et qui ne permettra pas de transporter des documents structurés avancés comme la norme HL7 le prévoit, et qui est celle qui est déployée dans tous les programmes nationaux dont on peut parler. Donc effectivement, il est important que les médecins qui ont ApiCrypt V1, évidemment, s'ils veulent garder ApiCrypt, ils le gardent, mais qu'ils passent en V2, parce que la V2 est MS Santé, alors que la V1 les enferme dans un monde qui va disparaître, parce que on peut penser que la biologie en H', elle a encore 2 ans maximum devant elle. Après, ça sera terminé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter cette présentation et vous laisser intervenir sous forme de questions, réponses, réactions. À vous la parole. Pas de questions? Oui, moi j'ai une question, bonjour. Bonjour. Bonjour Elvis Cordier, je suis le directeur de Handicap Service à l'ISTER à Mulhouse et à Colmar. Oui. Donc, par rapport à cet appel à projet là, auquel on a tous répondu, Oui. est-ce que vous nous conseillez de recourir à un fournisseur en particulier? Est-ce qu'on pourrait avoir des orientations autour des équipements de télésanté qui pourraient être recommandés par l'ONA ou d'autres?
Mais effectivement, c'est l'objectif des travaux d'interworking dont on parlait tout à l'heure, c'est déjà d'évaluer les équipements qui sont en place aujourd'hui pour vous dire si ces équipements en fait sont un peu propriétaires et en dehors de la solution du fournisseur qui les a vendus, ben vous n'aurez pas la possibilité de les utiliser, ou au contraire, ces équipements sont très interworkants, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser avec tout un tas d'autres solutions et on vous dira lesquelles et on vous dira à quelles conditions opérationnelles. Pensez à faire ceci, pensez à installer une app, enfin voilà, on vous donnera tous les détails. Après, évidemment, on ne va pas forcément, à l'instant T, évaluer tous les équipements possibles imaginables parce que la panoplie là, est extrêmement large. Par contre, comme on va le faire par exemple sur les ECG, on va, parce que c'est des recommandations, en tout cas une production qui va être construite avec une société qui s'appelle Banouk, qui est à Nancy, et qui est le seul opérateur en France d'ECG en masse dans le monde pour accompagner les essais cliniques des grands laboratoires sur tous les terrains d'opération du monde, au fond de l'Asie, de l'Afrique, etc. Donc, des équipements qui peuvent fonctionner si on n'a pas une prise électrique à portée de main, ni la possibilité de transmettre immédiatement les données, si vous voulez. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, effectivement, il n'y a jamais d'obligation, mais effectivement, on va publier ce qu'on aura constaté. Et s'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas fait de travail de réflexion, vous pourrez nous demander, est-ce qu'il vous serait possible, par exemple, là, on va travailler avec toutes les équipes qui font des soins bucco-dentaires, à titre expérimental, eh bien, vous savez que les caméras bucco-dentaires, ça va aller autour de 100 € à 5000 €. Oui, quelle est la caméra dont j'ai besoin par rapport à mon projet? Est-ce que je fais simplement du dépistage? Et donc, j'ai besoin de savoir s'il y a des problèmes qui fait qu'un chirurgien dentiste doit intervenir, ou au contraire, il n'y a pas besoin d'intervention du chirurgien dentiste. En téléexpertise, de toute façon, on ne va pas faire, même en téléconsultation, on ne va pas faire une intervention du chirurgien dans la bouche. On ne peut que voir ce qui s'y passe et décider justement d'organiser une intervention. Alors, est-ce qu'elle aura lieu sur place, dans l'EHPAD, ou est-ce qu'il va falloir déplacer la personne? Après, c'est un autre sujet. Mais au moins, on saura qu'il il est suffisant de mettre 100 € ou 1000 € dans une caméra plutôt que 5000, ou au contraire, il faut mettre 5000 €. Eh bien, en fonction des résultats qui seront obtenus, eh bien évidemment, les résultats seront partagés. Après, demain, on pourra se poser des questions sur des sondes cardiaques, vasculaires, etc., etc. Enfin, tous les sujets qui pourraient, pour vous, avoir du sens. Mais là, par exemple, basiquement, nous, on aurait besoin d'acheter un visiophone connecté. On peut déjà accéder à une liste de matériel qui a été testé, qui est compatible, ou c'est à une échéance, c'est à quelle échéance? Alors, les visiophones, c'est ce qu'il y a de plus avancé, puisqu'on avait commencé par ça. Donc, aujourd'hui, en fait, concrètement, on a testé les équipements Nest Hub Max de Google avec Google Assistant. Les équipements EcoShow d'Amazon. Alors, tout ça, c'est des équipements autour de 200 € pièce. On recommande de prendre des grands écrans, des écrans 7 pouces, 10 pouces, pardon. D'ailleurs, c'est dans le guide, dans le cahier des charges à rallonge dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des écrans 10 pouces, sinon les gens âgés, ils n'ont pas de bons yeux. Alors déjà, 10 pouces, c'est pas énorme. 7 pouces, faut oublier, quoi. On a testé aussi cette université de technologie de Troyes, les équipements de Facebook qui s'appelle Portal, qui ressemble à des grosses tablettes. C'est plutôt pas très bon, donc disons qu'on va pas plus loin là-dessus. Et par contre, on a testé aussi plus pour faire de l'animation des Chromebooks 2 en 1 dont les prix vont de 300 à 400 €, qui permettent d'avoir à la fois un appareil qui se comporte comme un visiophone, souvent le petit téléviseur, mais qui aussi peut se comporter comme une tablette avec des applications Android. Donc pour de l'animation, ça permet d'avoir beaucoup plus de variété. Par contre, le laisser tout seul, même s'il y a un câble anti-vol et puis qu'on peut bien le caler, c'est quand même quelque chose qui peut tomber plus facilement, plus fragile que
le poste radio, puisque finalement les visiophones, ça se présente comme un ancien poste radio, sauf qu'il y a un écran devant, mais qui n'est pas du tout une tablette, hein, c'est un haut-parleur avec un écran, il ne faut pas le prendre pour une tablette. Et ce truc-là, c'est lourd, quoi. Hein, c'est un peu antidérapant, c'est connecté électriquement au mur. Bon, ça, on peut penser qu'il est pas trop en risque, quoi. Hein. Donc, ça dépend du public. Est-ce que c'est mis à disposition du public? Dans quel lieu? Au contraire, c'est les équipes qui s'en servent. Ben, vous avez le choix. Alors, effectivement, les Chromebooks, c'est aussi le monde Google, donc c'est Google Assistant. Le paramétrage, alors les fonctionnalités demandent des paramétrages parce qu'il faut associer des applications. Est-ce que je fais du partage photo? Ben, il faut une application de gestion des photos. Est-ce que je vais partager des annuaires ou pas voilà. En fonction de ce que je veux partager, il y a d'autres applications. Il y a des applications à paramétrer en partage. Éventuellement, est-ce qu'on associe les familles ou pas les familles, hein, et donc, il faut accompagner les familles éventuellement pour leur expliquer comment elles vont pouvoir aussi partager de l'information. Vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Mais voilà, tout ça est décrit dans des guides qui sont découpés par petits morceaux. Comment je paramètre initialement pour pouvoir… Quelles sont les premières utilisations que je peux faire, puis des utilisations plus avancées qui vont redemander éventuellement des paramétrages plus sophistiqués. Est-ce que je veux faire de la domotique avec, c'est-à-dire mettre des ampoules connectées, des prises connectées? On peut aussi aller très loin dans la domotique. Il y a des milliers, il y a plus de 50 000 équipements domotiques connectables. Hein, vous voyez, il y a de quoi faire. Donc, tout ça, c'est votre projet à un moment donné. Mais pour démarrer simple, effectivement, on a tous les guides qui sont disponibles. Pour commencer, vous achetez l'appareil à la Fnac demain ou chez Boulanger ou ailleurs et vous le déballez en 2 minutes, puisqu'il y a juste une prise électrique, et vous suivez le petit guide. Une demi-heure après, ça marche, quoi, même pas un quart d'heure après. Sauf qu'il faut quand même, il y a des prérequis, il faut un accès Internet et un Wi-Fi qui fonctionne. S'il n'y a pas de Wi-Fi, ça fonctionne sur le Wi-Fi, tout ça. Donc, s'il n'y a pas de Wi-Fi, ben déjà, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, ben on ne va pas pouvoir relayer les questions vers Internet pour avoir les réponses. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a quand même des prérequis. Donc, si vous n'avez pas encore atteint les prérequis, il faut d'abord passer par les prérequis. Puis, après, le déploiement d'un équipement, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Avec les petits guides qui ont été faits, c'est vraiment très didactique. Merci. Oui, d'autres questions? Oui, Gérard Nicastro, bonjour. Je suis maire d'une petite commune. Nous avons été retenus par le dispositif Pulsi et on envisage l'acquisition d'un matériel de téléconsultation qui sera mutualisé avec les infirmiers du territoire. Et je voulais vous demander si nous, on a préidentifié un matériel qui s'appelle Bewell Connect. Et est-ce qu'on peut envoyer le devis qu'on a reçu pour avoir un avis complémentaire sur… Moi, je l'ai soumis déjà aux praticiens de la maison de santé, qui est la principale unité de soins sur le territoire, mais ça m'intéresserait d'avoir un regard croisé sur le devis qui nous est proposé. Bien sûr, vous pouvez me l'envoyer, hein, il n'y a pas de souci, bien sûr. D'accord. Et on va recevoir le diaporama, je crois que c'est prévu? Oui, vous l'aurez dans l'après-midi. Hein, vous aurez le diaporama complet. Merci avec beaucoup. Les liens qui sont actifs dedans. Merci beaucoup. D'autres questions? Ou interventions, observations? Il y a une main levée, je ne sais pas qui l'avait levée. Pardon. Je vais peut-être juste reprendre pour une observation. Oui. Nous avons pris l'option parce que le matériel, si on veut quelque chose d'assez complet, coûte relativement cher. Je crois savoir que les honoraires infirmiers pour l'assistance à la téléconsultation sont de l'ordre de 10-12 euros. Il n'est pas évident pour un infirmier libéral isolé d'acquérir un matériel aussi coûteux. Donc, nous, on a pris l'option de l'acheter au niveau de la commune pour le mutualiser auprès des infirmiers et infirmières du territoire, et on va lancer une opération pilote là-dessus
pour permettre le développement de la téléconsultation, vu que nous sommes à 10 km du premier médecin et à 20 km de la maison de santé. Donc, avec des personnes âgées à domicile et des gens avec des maladies chroniques. Donc, on a beaucoup d'espoir par rapport à cette démarche de téléconsultation. Oui, simplement, effectivement, l'infirmier, donc s'il va au domicile, spécifiquement, c'est 15 € plus le déplacement aller-retour. D'accord. Et il peut demander, cette année c'était à février, à l'assurance maladie des financements d'équipement et de maintien opérationnel de la télémédecine. De mémoire, il s'agit de 425 € par an, qui viennent en supplément, je dirais, qui pourra utiliser et renouveler. C'est annuel. Ce qui est bien, c'est que ça revient tous les ans. Puis, si par ailleurs il s'intègre dans les services numériques proposés par l'assurance maladie, il peut en fait bénéficier d'un financement récurrent de 1 135 € par an de l'assurance maladie, pour être numérique, entre guillemets, entre DMP, messagerie sécurisée, sa facturation, etc. Et donc, la part télémédecine, ça peut un peu moins de la moitié, voilà, pour vous donner les chiffres. Ça ne vous empêche pas du tout de faire ce que vous dites, bien sûr. Donc, des personnes ont posé des questions. Je citais donc Malta Informatique ou lire l'évaluation de ce logiciel et des autres. Alors, justement, Malta Informatique, c'est le logiciel Titan. Nous, on n'est pas là pour évaluer du tout Titan, qui est un logiciel donc, de dossiers usagers informatisés pour les EHPAD. On va, l'idée, c'était uniquement l'équipement télémédecine qui est fourni et est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser avec un médecin qui est équipé, par exemple, Doctolib. C'est ça, c'est la seule chose qu'on va regarder. On ne va pas regarder si Titan, c'est mieux ou moins bien qu'un autre logiciel de dossier usager informatisé. Ce n'est pas du tout l'objet de comparer les applications. Et on ne va même pas comparer les applications de télémédecine, de téléconsultation entre elles. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vérifier que le matériel qu'on vous a fourni, est-ce qu'il est réutilisable avec d'autres solutions. Voilà, c'est ça l'objectif. D'accord. Donc, le diaporama, oui, vous allez le recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Ben écoutez, de toute façon, vous avez un droit au remords. Vous pouvez toujours revenir vers nous. Vous avez tous les contacts qui vont arriver dans le diaporama. Le diaporama sera envoyé tout à l'heure. Je vais donc vous dire au revoir. Je vais aussi arrêter l'enregistrement. Et puis, dès qu'il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de Ouna, donc de notre communauté, je vous informerai également. Et puis, vous le retrouverez via le petit site web. Comme vous verrez qu'il y a d'autres vidéos YouTube sur de l'innovation pour de la prise en charge à distance, pour de la rééducation, du maintien en forme, etc. Tout ça est tout à fait accessible à tout moment. Voilà, mais écoutez, merci pour votre intérêt. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.